avant de commencer le thème, on va laisser chacun des membres se présenter et puis ensuite on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. On va passer le micro à Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour tout le monde encore une fois. Je suis Emmanuel, membre du club Café Santé, biologiste de formation et c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la vitamine D. Super, merci beaucoup Emmanuel. On va saluer et accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Docteur Pré, bonjour à tous. Alors, pour ma part, je suis psychologue et coach de dirigeants. Je n'ai pas toujours été psychologue. C'est ma deuxième vie, on va dire. Euh, mais je suis une psychologue qui soigne. C'est-à-dire que je traite des patients qui souffrent d'anxiété, de dépression et d'un tas d'autres choses en thérapie cognitive et comportementale. Voilà pour la partie santé. En coaching, je fais du coaching de dirigeants. Merci beaucoup. Merci Sophie. Donc on aura l'occasion d'évoquer aussi justement les aspects bien-être de la vitamine qui est souvent associé avec un tableau de fatigue chronique, etc. Donc c'est important aussi de penser à ce volet-là. Absolument, absolument. Super. Ensuite, on va accueillir Francky. Bonjour Francky. Bonjour Docteur Pré. Bonjour à tous. Je m'appelle Francky, je suis médecin généraliste au Cameroun. C'est un plaisir pour moi de partager cette room avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Francky. Merci. Tu nous viens donc du soleil, donc pays où il n'y a pas trop de carences, mais où on en voit de temps en temps. Donc le micro va être passé à Cathy, notre Cathy nationale. Bonjour Cathy. Bonjour Docteur Pré, bonjour à tous. Euh, eh bien oui, un joli thème aujourd'hui. Moi je suis cardiologue, médecin cardiologue, j'exerce à Paris et je suis contente de vous retrouver pour ce sujet passionnant. Et je vois en plus que les Canadiens qui manquent drastiquement de vitamine D d'octobre à avril, j'ai lu ça, donc vous vous préparez là. J'ai vu que vous êtes en renfort sur la room, puisque c'est un sujet effectivement qui vous concerne beaucoup, mais beaucoup de personnes aussi dans de nombreux pays sous nos différentes latitudes. Exact, exact. C'est vraiment très très mondial comme problématique. Donc on va pouvoir aborder la prévalence. Donc pour tous ceux qui se joignent à la room, n'hésitez pas. C'est vraiment de l'interactivité qu'on veut faire. On n'hésite pas à prendre les questions en cours de route. On a un petit fil conducteur que on pourra vous dérouler et ensuite on pourra entrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si Emmanuel, tu avais eu mon message, donc on va pouvoir parler aujourd'hui tout d'abord de la petite histoire autour de la vitamine D. On va parler de ses rôles et fonctions, on va parler des signes de carence et de toxicité. On va parler des besoins journaliers, tout ce qui concerne les besoins. On va parler des sources, notamment des sources de vitamines. Il y en a deux, on pourra parler de ça. Et on parlera aussi de situations particulières. On l'a un peu évoqué tout à l'heure lorsqu'on a parlé de santé mentale, mais aussi on va parler de Covid-19. On sait qu'il y a beaucoup de travaux autour de liens entre la vitamine D et les complications ou des formes sévères. Et on va parler aussi de vitamine D et cancer ou maladies inflammatoires auto-immunes. Donc, je vais donc passer le micro à Emmanuel. Oui, Docteur Pré. Bon, mais pour commencer, on sait que parfois la vitamine D peut être nommée sous d'autres appellations. Est-ce que tu voulais peut-être nous parler un peu plus de cela et des différents noms sous lesquels on pourrait rencontrer la vitamine D, s'il te plaît? Oui, 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 absolument. D'ailleurs, c'est aussi important de reprendre le terme vitamine parce que c'est la première room d'une série qu'on fera autour des différentes vitamines. On va parler de la D aujourd'hui, mais on parlera aussi des autres vitamines. Il y en a une dizaine au total de vitamines, 12, pardon, 12 vitamines. Et il y a
effectivement des fonctions différentes. L'autre terme vitamine qui veut dire viamine, donc c'est comme une association de ces deux préfixes. C'est habituellement la définition, c'est des substances qui sont organiques nécessaires au métabolisme des êtres humains. Et aujourd'hui, on va parler au métabolisme humain. Mais ce qui est important dans les vitamines, c'est que leurs quantités sont très faibles. On parle de l'ordre de milligrammes, microgrammes. Et souvent, on verra que les appellations utilisées, c'est en unité internationale pour parler de ça. Et pour ce qui est de la vitamine D, donc ça fait partie d'une des familles qu'on appelle les vitamines liposolubles, c'est-à-dire ça se fond dans l'huile et c'est des vitamines qui sont une affinité pour le gras. Et ces vitamines-là, la vitamine D, à côté des autres, la A, la E et la K, font partie de ces 4 vitamines liposolubles. Donc la vitamine D, on l'appelle aussi le cholécalciférol. C'est le terme donc générique, mais on sait qu'elle existe sous 2 sources. Il y a la vitamine D2 qui provient des plantes, la vitamine D3 qui provient de sources animales. Et puis il y a aussi des formes qui sont un peu plus des formes qui sont présentes dans le sang, notamment la forme hydroxylée, donc la 25-hydroxyvitamine D, qui est la forme circulante, et la 1,25-hydroxyvitamine D, qui est la forme active. Donc la première forme, la forme 25-hydroxyvitamine D, elle provient du métabolisme de la vitamine D par le foie. Donc ça, c'est la première étape. Donc le foie transforme le cholécalciférol en 25-hydroxyvitamine D. Et ensuite, le rein va faire la deuxième transformation en une forme qu'on appelle 1,25-hydroxyvitamine D3. Donc voilà un peu les appellations sur la vitamine. C'est vrai que c'est confondant parfois toutes ces appellations. On dirait que Cathy voulait rebondir là-dessus. Oui, simplement pour dire que la vitamine D, effectivement, puisqu'on parlait de synonymes, on l'appelle aussi donc calciférol, comme tu l'as très bien dit, et en latin, ça veut dire qui porte le calcium, voilà, puisque c'est effectivement un transporteur et un facilitateur de l'action du calcium. Parfait, merci Cathy. Et est-ce qu'il n'y aurait pas du phosphore aussi qui serait mieux assimilé par la vitamine D? Là, c'est une question à Dr. Pré et Cathy. En fait, là, on entre dans les fonctions et on va y revenir en détail. Justement, une des fonctions qui est attribuée à la vitamine D, la première et la toute ancienne, c'est l'action sur le métabolisme phosphocalcique. Donc, la contribution de la vitamine D à l'absorption et à la fixation du calcium sur les os. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été associé historiquement avec justement le rachitisme que vous connaissez tous, donc le terme ricketts, donc qui était Oui. donc pour la petite histoire, hein, puisqu'on parle aussi de ça dans cette Rome, c'est toujours intéressant de remonter au passé et Oui, la petite histoire autour de c'est la ça, c'est vitamine, c'est vraiment ça. quelque chose d'ancien parce que figurez-vous que les premières descriptions de rachitisme remontent dans les années 1600, donc c'est vraiment quelque chose de très ancien. Et les enfants qui vivaient notamment à New York ou à Londres, qui présentaient des malformations au niveau des os, au niveau de la poitrine aussi, on appelle d'ailleurs ça un terme assez rigolo qui est des malformations sous forme de poitrine de poulet. Euh, ces déformations osseuses avaient été identifiées dans plusieurs séries d'enfants et associées à cette carence en vitamine D. Et les premières publications en termes d'essais cliniques de supplémentation étaient faites en 1917, notamment à New York chez une série d'enfants noirs qui avaient reçu de l'huile de foie de morue. Et on voyait que dans le groupe de ceux qui avaient été traités, il y avait une normalisation des symptômes cliniques des déformations, alors que ceux qui avaient reçu des doses incomplètes, il y avait une persistance de ces anomalies. Ensuite, on a pu retrouver aussi encore plus de façon ancienne. Il y a eu des travaux qui ont été faits notamment sur des momies et qui retrouvaient qu'il y avait certaines anomalies au niveau du squelette qui étaient identifiées.
et aussi des travaux qui ont été faits sur des euh, squelettes, notamment de corps dans les années 1700-1800, et ils retrouvaient aussi que cette anomalie, notamment une fragilité du squelette, était présente déjà assez avancée. Donc on peut dire que c'est une condition qui est très ancienne, la notion de rachitisme, et que les facteurs, on entrera en détail tout à l'heure, c'est beaucoup des facteurs liés à l'exposition solaire. Et pour la petite histoire, anciennement, c'était aussi des familles riches qui évitaient que les enfants soient exposés au soleil. Puis après, on a vu que finalement, ça touche toutes les couches de la population parce qu'actuellement, que ce soit les personnes aisées ou les personnes moins aisées, on a une prévalence qui est quand même importante. Ah, ben génial. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait donc savoir, donc d'après qu'on a une carence en vitamine D? Je veux dire, sans avoir à mesurer peut-être euh, la force de ses os. Comment est-ce qu'on pourrait le voir à l'œil nu comme ça? Oui, oui, oui. Les symptômes de rachitisme ne sont pas forcément présents lorsqu'il y a des carences ou des déficits. Et l'un des moyens le plus facile pour savoir si on a un statut normal, c'est les dosages sanguins. Et la forme qu'on dose, c'est la forme circulante de la 25-hydroxydé, qui est habituellement dosé dans une prise de sang et qui s'affiche sous 2 unités. Et ça, c'est aussi un piège parfois qu'on peut rencontrer parce que les unités peuvent être en nanogrammes par millilitre ou en nanomol par millilitre. Donc la conversion, c'est un produit de 2,5. Donc un nanogramme par millilitre, ça fait égal à 2,5 nanomol par litre. Donc classiquement, les seuils qu'on considère comme étant corrects, c'est des seuils au-dessus de 75 nanomoles par millilitre. Et lorsqu'on est en dessous de 30 nanomoles par millilitre, on parle vraiment d'une carence. Et entre 30 et 75, on est dans une zone grise qu'on appelle une insuffisance. Donc c'est ça qui peut être le moyen le plus simple pour doser. Et ça se fait sur une prise de sang assez facile au laboratoire. Il y a même de façon Ok. assez intéressante certaines compagnies qui ont mis sur pied des systèmes de prélèvement au bout du doigt qui peut être fait à la maison. Et donc ça, c'est quelque chose qui serait une technologie comme on fait pour la glycémie, par exemple. Ah, ok. Super, mais est-ce que à ce moment-là, tu conseillerais lors d'une visite à l'hôpital, quand on a un prélèvement de sang pour autre chose ou pour juste une visite de routine, qu'on se fasse tester notre niveau de vitamine Alors D? ça, c'est un grand débat sur qui faut-il tester. Et je vais parler un peu de l'exemple canadien. Cathy nous dira pour la France, par exemple, c'est les critères des tests. Mais ici au Canada, on ne recommande pas de tester de façon routinière les personnes. Par contre, des sujets qui Ouais, ont, c'est ça, systématique, les oui. sujets qui ont des problématiques de santé, pour lesquels le risque de carence pourrait être important, on va effectivement faire le test. Tout ce qui est maladie digestive avec problème de malabsorption qui va majorer la carence ou le déficit, c'est une situation qui est effectivement observée, notamment nos patients qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin ou la maladie cœliaque. Souvent, on va faire le test de façon routinière. Ensuite, j'ai pour habitude aussi, parce qu'on voit beaucoup de patients immigrants qui viennent de pays où ils avaient beaucoup de soleil, et qui ici sont dans un mode de vie différent, et on voit que ils sont moins exposés, il y a une alimentation qui n'apporte pas forcément assez de calcium et de vitamine D. Et dans ces contextes-là, le test peut être aussi indiqué. Et régulièrement, encore en mémoire, la semaine dernière, un jeune garçon, on était à un taux à 15. Donc, je vous donnais tout à l'heure le seuil de 30 nanomoles par litre. Donc, 15, c'est vraiment très, très bas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est individualisé, le test. Je sais pas si, Cathy, pour la France, ça se fait comme ça à tout le monde. Alors effectivement, il y a les indications, tu les as très bien dites pour l'intérêt de doser la vitamine D. Nous, on va rajouter en plus le fait que le dosage soit remboursé ou pas par la sécurité sociale.
Et effectivement, il n'est pas toujours remboursé, sauf dans les indications dont tu viens de parler. Et on va rajouter également comme indication les chutes à répétition, plus de 2 chutes par an, ce qui peut présager effectivement de pathologies osseuses. Ce libellé pour doser la vitamine D peut être remboursé par la sécurité sociale. Mais sinon, effectivement, c'est un dosage qui est de l'ordre de 11 € et qui n'est pas remboursé dans ces autres situations. Merci. Et je pense que Francky, je sais pas si au Cameroun vous le faites le dosage, parce que certains laboratoires aussi n'ont pas cette pratique de routine. Bon, ici au Cameroun, c'est aussi selon la présentation clinique des malades, hein. Donc, généralement, les personnes âgées qui ont peut-être certains signes, cette pas d'ostéomalacie, ou bien chez les enfants qui ont des déformations osseuses, on peut doser, mais sinon, pas ça, on ne dose pas. Justement, parlant d'autres indications, tu as justement repris la question du rachitisme. Peut-être tu voudras expliquer au public ces symptômes, même si c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments par rapport à ça, Francky? Bon, le rachitisme, c'est une maladie qui est un défaut de minéralisation osseuse qui est dû à une carence en vitamine D et en calcium aussi. Et donc, c'est une maladie qui On se rencontre on beaucoup t'entend plus pas chez... très bien, Francky. Excuse-moi. Est-ce que tu pourrais juste te rapprocher un peu du micro, s'il te plaît? C'est mieux Oui, maintenant? Oui. Oui, bon, je disais que le rachitisme, c'est une pathologie qu'on retrouve chez l'enfant qui est un défaut de minéralisation osseuse dû à une carence en vitamine D et en calcium. Donc, chez l'enfant, classiquement, on va voir un enfant qui a un retard de croissance, qui peut présenter des déformations au niveau du crâne. Donc, on va voir un enfant qui a peut-être euh, une macrocéphalie parce que les sutures ne se referment pas peut-être rapidement. Donc, parfois, il peut se présenter avec une tête carrée et on peut également avoir des bourrelets qui se forment au niveau du poignet, au niveau des extrémités, au niveau du poignet, et même au niveau du membre inférieur. On peut également avoir des déformations comme un genou varum ou bien un genou valgum. Donc, les pieds, c'est-à-dire les pieds arqués ou bien les pieds en X. Donc, c'est le tableau clinique. Bon, avec les complications également, on peut avoir des convulsions, hein, parce que qui dit déficit en vitamine D, il y a une défaut en calcium, une hypocalcémie qui peut entraîner des convulsions. Bon, là, ce sont déjà des complications. Donc, c'est un peu ça. Ah, mais c'est fort intéressant. Ça veut dire que, mais je suppose qu'au Cameroun, encore connaissant l'état de malnutrition chez plusieurs enfants, c'est une maladie quand même qui est encore rencontrée en pédiatrie, non? Bon, oui, effectivement, on retrouve quand même des cas de rachitisme. Bon, c'est vrai que il y a un centre spécialisé ici à Yaoundé, la Fondation Chantal Biya. Généralement, les cas de rachitisme se retrouvent beaucoup plus là-bas. Mais effectivement, il y a quand même souvent les cas de rachitisme et ici. une particularité aussi par rapport à ça, c'est que beaucoup d'enfants, même ayant un taux de vitamine D considéré comme correct ou dans les limites, auraient aussi un faible apport de calcium. Donc, on peut avoir justement des rachitismes qui sont beaucoup plus liés à cette carence en calcium, qui vraiment doit travailler de pair avec la vitamine D et le phosphore pour faire des os solides. Donc, c'est vraiment super important ça. Ah, super. Et du coup, quand on parle de niveau minimal qu'on devrait avoir en concentration de vitamine D, est-ce qu'on pourrait aussi en avoir trop? Est-ce que ça pourrait causer, il y a des toxicités qui pourraient découler d'un fort apport ou d'un apport très important de vitamine D? Oui, absolument. Les seuils de toxicité sont
par contre élevé. Il y a quelques études qui ont été faites notamment chez des fermiers argentins qui montraient que de rester travailler au soleil pendant des jours pouvait donner des taux sanguins dépassant 200 nanomoles par litre. Donc, vous vous souvenez, on a parlé de 75 nanomoles par litre. Donc, il y a beaucoup de données qui montrent que la toxicité peut être présente, mais au-dessus de 250, 300. Et lorsque ces taux sont élevés, un des premiers phénomènes qui va s'observer, c'est une élimination massive de calcium dans les urines. Donc le calcium qui est éliminé dans les urines va se cristalliser, se concentrer et donner des pierres au rein. Donc on appelle ça des pierres au rein, donc les calculs, comme on appelle au niveau médical. Et on peut avoir une accumulation de ces pierres dans le rein lui-même ou une élimination dans les urines avec tous les symptômes, notamment une pierre qui se bloque dans les urines, ça donne des douleurs, la vessie, ça donne une distension et des problèmes infectieux. Donc c'est essentiellement ces phénomènes-là. Oui, on peut rajouter, comme tu disais tout à l'heure, ça fait partie des vitamines liposolubles, c'est-à-dire qui sont solubles dans les lipides et du coup potentiellement une vitamine qui peut être stockée dans les tissus adipeux et également dans le foie. Et avec, alors ça peut être intéressant pour libérer ces réserves quand on en manque, mais ça peut être aussi toxique et risque de surdosage avec des problèmes hépatiques. Là, tu as évoqué les problèmes effectivement au niveau des reins, mais on peut aussi avoir des problèmes au niveau du foie avec des symptômes comme de la fatigue. Il n'y a pas de symptômes vraiment spécifiques, mais enfin, ça peut être intéressant enfin, l'histoire du foie est intéressante à signaler en cas de surdosage et de toxicité. Oui. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, comme le dit Cathy, le foie joue un rôle clé. Et une des choses que le foie va produire aussi, c'est la bilirubine. Et cette bilirubine, lorsqu'elle n'est pas produite, donc on va avoir une limitation, notamment de l'absorption des vitamines liposolubles. Donc certains enfants qui ont des maladies du foie, on parle souvent de jaunisse, ou des maladies de la naissance vont avoir des grosses carences en ces vitamines liposolubles et certains auront des fractures. On a eu des cas de fractures chez les enfants qui avaient un rachitisme dû à cette cholestase, qui est le terme médical pour parler de cette absence de libération de bilirubine dans le tube digestif. Donc c'est vraiment un élément majeur. Donc ces enfants-là ont des besoins qui sont tellement élevés, parfois 10 fois la dose, 20 fois la dose qu'on donnerait à d'autres enfants pour avoir des taux sanguins normaux. Alors, à ce moment-là, on pourrait se demander c'est quoi vraiment l'apport journalier idéal en vitamine D, aussi bien chez les enfants que chez les personnes, que chez les Oui, adultes. oui, oui, c'est une excellente. Euh, Ton micro est fermé, Dr. Pré. Oui, 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 c'est une excellente question. Lorsqu'on parle des vitamines, c'est vraiment des apports qui sont très, très faibles, hein. Tout à l'heure, Cathy va parler des sources, mais déjà pour donner une idée de ce qu'on recommande comme apport, donc il y a plusieurs façons de présenter les choses. Il y a les apports nutritionnels recommandés, ensuite il y a les apports maximum tolérables, donc ce qui peut entraîner la fameuse toxicité dont on a parlé. Et ici, on va parler vraiment des doses qui sont très faibles, hein. Donc, juste pour donner une idée, lorsqu'on mange un steak, on parle souvent en grammes, donc 100 grammes de viande. Lorsqu'on prend un comprimé de médicaments, on parle souvent en milligrammes. Mettons 10 milligrammes de, je sais pas moi, aspirine ou de quelque chose, 100 milligrammes de paracétamol. Mais lorsqu'on parle de ces vitamines, on parle vraiment de microgrammes. Donc, on est de l'ordre du microgramme. Et la conversion qui est la plus facile à retenir, c'est les unités internationales. Et ces unités internationales permettent justement de parler le même langage entre les pays. Et pour la vitamine D, il y a des normes qui sont recommandées pour les apports, notamment pour les nourrissons, c'est 400 unités par jour. Pour les enfants, c'est 600 unités.
Et puis pendant la grossesse aussi, il faut y penser parce que parfois les femmes enceintes peuvent être carencées, donc pensez à supplémenter. Ensuite, il y a la question des personnes âgées. Tout à l'heure, Katia a parlé justement du risque de chute fracture. Et chez les personnes âgées, les supplémentations recommandées au Canada, c'est de 800 unités par jour. Donc ça, c'est les apports nutritionnels recommandés. Donc, qui dit apport nutritionnel dit que on devrait pouvoir utiliser ces sources, les sources variées pour les atteindre. Mais on verra que c'est pas toujours le cas. Par contre, si on se situe aux apports maximum tolérables, ça dépend là aussi de l'âge. Chez un nourrisson, c'est 1000 unités par jour et chez un adulte, ça peut aller jusqu'à 4000 unités par jour. Donc le risque de toxicité dont on parlait, ça surviendrait si on prend des grosses doses très très élevées et pendant longtemps. Et c'est pour ça que parfois il y a des personnes qui véhiculent le message qu'il faudrait prendre des doses hyper élevées, 5 ou 10 000 par jour, mais ce sont des doses qui sont beaucoup plus à risque de toxicité. Donc les apports maximum tolérables, 4000 unités par jour, c'est un peu le seuil supérieur. Mais quand j'entends ton propos, Docteur Pré, ça me donne presque envie de demander si c'est vraiment sécuritaire de s'acheter de la vitamine D en magasin et puis de la prendre soi-même, ou alors il faudrait vraiment demander au pharmacien comment la prendre idéalement pour être sûr de ne pas dépasser les doses Oui, oui, requises. oui, c'est une excellente question. Je pense que la première chose, c'est de voir sous quelle présentation cette vitamine est en pharmacie, parce qu'on peut la trouver seule, donc c'est-à-dire sans autres micronutriments ou autres vitamines associées, et on peut la trouver aussi dans les compléments multivitaminiques. Donc les doses peuvent varier. La plupart du temps, les formes galéniques qu'on trouve à pharmacie, c'est du 400, du 1000, du 10 000 et beaucoup plus euh, Amérique, en Europe, on a du 100 000 ou du 50 000 unités de vitamine D3. Ici, au Canada et aux États-Unis, on a du 50 000 unités de vitamine D2 parce que les deux formes sont possibles d'observer. Donc, dépendant donc de la quantité journalière, si on dépasse 4000 unités par jour, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, on court le risque de toxicité. Donc c'est pour ça que le seuil supérieur a été placé à ce niveau-là. Après, pour des seuils néanmoins moins importants, il faut quand même rappeler qu'un organisme normal avec une fonction rénale normale et une fonction du foie normale, l'excès de vitamines D ou autres va être naturellement éliminé. Hein, donc, et l'organisme va garder ses besoins en fait. Donc c'est C'est aussi ça. important à Et l'autre préciser. chose, comme tu mentionnes justement ces conditions particulières, ce sont les personnes qui ont des problèmes de santé. Il y a certaines maladies pour lesquelles le risque est plus élevé à des seuils normaux. Donc, c'est aussi important de penser à ces conditions-là. Si on a un problème de santé sous-jacent, en parler à son médecin ou au pharmacien parce qu'il y a quelques maladies qui vont entraîner une précipitation du calcium beaucoup plus élevée. Je pense que Sophie voulait D'accord, réagir. d'accord. Je vois son Mais micro. oui, vas-y, Sophie. En principe, mon micro n'a pas bougé. À ce stade, D'accord, j'écoute sagement et j'interviendrai parfait. plus tard. Merci. Merci beaucoup. Oui, alors je voudrais poser une question un peu qui est un peu en faveur des gens qui sont comme moi, qui préfèrent avoir leur apport en vitamines ou en toutes sortes de nutriments dans les repas qu'ils consomment. Alors, je voulais savoir, est-ce que déjà c'est suffisant d'aller chercher les aliments riches en vitamine D et quels sont ces aliments justement qui présentent de bonnes sources en vitamine D. Il y a Cathy qui voulait peut-être s'exprimer et puis peut-être après, Docteur Pré. Oui, alors comme on l'a évoqué tout à l'heure, Emmanuel, en fait, il y a deux origines de production de vitamine D. Ce qu'on appelle l'origine endogène d'abord, c'est-à-dire la vitamine D synthétisée
par la peau à l'aide des rayons du soleil, notamment les rayons UVB, et ce qui va produire donc une forme de vitamine D. Et cette source-là, ça correspond à 80-90% quasiment de nos besoins en vitamine D. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais pour faire le point par rapport à cette exposition au soleil, on estime que 15 minutes d'exposition par jour, minimum, suffisent à synthétiser de la vitamine D. Après, il y a des facteurs qui influencent un peu cette synthèse de vitamine D par la peau, notamment les personnes à la peau foncée qui ont besoin de s'exposer plus longtemps et plus donc au soleil, car la mélanine de la peau est une protection naturelle contre les UVB, contre les rayons UVB. Là, on sait que la synthèse de vitamine D aussi diminue avec l'âge. Les vitres aussi bloquent généralement ces rayons UVB nécessaires à la synthèse de vitamine D. La crème solaire également, les nuages, le brouillard et la pollution. Donc cette voie, qui quand même est une source très importante de vitamine D, peut être gênée, d'où l'importance de compléments dont on a parlé tout à l'heure. Et l'autre voie, effectivement, c'est la voie ce qu'on appelle la voie exogène, apportée par l'alimentation, et ça représente effectivement 20% de nos apports en vitamine D. Et les aliments, eh bien, c'est essentiellement les poissons gras, comme on retient encore l'histoire de la vitamine D liposoluble, donc soluble dans le gras. Donc on en trouve dans les poissons gras, comme le saumon, le hareng, le maquereau, les sardines, et la fameuse huile de foie de morue, absolument infecte à boire. Les huîtres aussi, le jaune d'œuf, le beurre, le fromage, certains fromages et certains végétaux. Voilà. Mais c'est drôle que tu parles de l'huile de foie de morue, Cathy. J'allais te demander, est-ce que c'est encore de coutume qu'on en donne aux enfants? Ben, c'est sûr que j'ai cette histoire-là de ma mère, parce que moi-même, j'en ai pas pris enfant. Mais ma mère me dit que quand elle était enfant, elle devait prendre une cuillère d'huile de foie de morue. Chez eux, c'était une prescription carrément. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? C'est effectivement dans les générations plus anciennes de nos parents et de nos grands-parents. Maintenant, on a nos fameux suppléments en vitamine D qui peuvent être facilement accessibles, comme on l'a dit. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt remplacé quand Ouais, même parce cette huile de foie que de le morue. goût est vraiment infect, même si l'apport est intéressant, hein. Une cuillère à café, c'est quand même 400, 500 unités. C'est sûr que le goût est vraiment infect. Et une des choses qui a été faite à l'échelle populationnelle, c'est ce qu'on appelle en anglais food fortification, ou bien l'enrichissement alimentaire à la source des aliments. Et ça, c'est quelque chose qui a révolutionné un peu la prise en charge et la prévention. Pour vous donner Les beaucoup plus alicaments. carrément, oui, au niveau industriel, effectivement. Et par exemple, au Canada, c'est depuis 1974 qu'il y a une législation qui est assez stricte, qui oblige d'enrichir certains aliments, notamment le lait, donc en vitamine D. Donc ça, c'est quelque chose qui est présent pour le lait au Canada. Ensuite, les margarines aussi, les oranges, jus d'orange, pardon, et puis certains aliments aussi sont enrichis comme des céréales. C'est pas quelque chose d'obligatoire partout. Il y a la Finlande qui le fait aussi, les États-Unis. Je pense qu'en France, c'est pas partout que c'est enrichi tous les aliments. Certains C'est yaourts, ça. certains On n'est pas fromages dans blancs, quelque oui. chose d'obligatoire comme notamment ici au Canada où c'est vraiment quelque chose qui est mandatory, qui est obligatoire. Oui, Et puis les laits exact. végétaux Et pour la également. petite histoire, puisqu'on parle d'enrichissement,
l'allaitement maternel n'apporte pas suffisamment de vitamine D, d'où l'importance pour les femmes qui allaitent de donner aux nourrissons un apport de vitamine D. Et contrairement au lait qu'on appelle préparation pour nourrissons, anciennement appelé lait artificiel ou lait pour nourrissons, et eux, ils sont enrichis par contre de vitamine D. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Wow, intéressant. J'aurais pas pensé ça, moi, que le lait maternel pouvait avoir une déficience en quelques vitamines que ce soit. J'ai toujours pensé que c'était très complet, très Mais intéressant. tu as dû Cathy, remarquer, vas-y. Emmanuel, que si tu as des enfants, les pédiatres recommandent un apport en vitamine D, le fameux stérogile, notamment sous forme de gouttes pour les enfants, puisque effectivement l'apport n'est pas suffisant dans les laits. Et c'est important pour la formation, la composition, la croissance des os et même plus tard la réparation et le renouvellement des os. Ah, ben, super, bon à savoir. Est-ce que Dr. Oui, Trey, tu voulais je voulais ajouter dire quelque chose là-dessus? qu'effectivement, vraiment revenir sur la question de la supplémentation chez la femme enceinte parce que beaucoup sont aussi carencés pendant la grossesse et donc ça devrait aussi commencer déjà à ce niveau-là. Et ensuite, l'autre situation aussi auquel il faut penser et supplémenter la femme enceinte, les nourrissons, c'est ceux qui prennent certains laits végétaux qui ne sont pas forcément adaptés pour les nourrissons. On pourra faire une room sur ça parce qu'il y a certains laits qui sont plus adaptés, mais la plupart des laits pour enfants ne sont pas destinés aux nourrissons, donc pourraient être source de carence. Donc c'était pour faire un aparté sur ça. Et aussi ajouter sur le point de la fortification qu'il y a un groupe de scientifiques qui essaie de militer auprès de l'OMS pour que ceci soit généralisé dans beaucoup de pays. Parce qu'on n'a pas trop parlé de prévalence, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui reste majeur même en 2021, la question de carence en vitamine D à l'échelle mondiale. Oui, mais on comprend bien que ça dépendra aussi de la forme dans laquelle le lait peut-être est produit, parce que je sais par exemple qu'en Afrique, on a très souvent du lait en poudre. Francky pourra me corriger là-dessus, peut-être en raison aussi des moyens de conservation. Et est-ce que à ce moment-là, il pourrait aussi être supplémenté en Oui, oui, vitamine D oui, on comme le peut lait l'enrichir dans le lait en liquide? poudre, ce qui se fait d'ailleurs ici. Si tu achètes du lait en poudre pour nourrissons, les préparations pour nourrissons, c'est en poudre, donc ils sont enrichis tout à fait. Ok, parfait. Et là, on parlait des situations particulières dont la femme enceinte, le nourrisson. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres Katia a situations parlé des particulières personnes âgées et il y a dans aussi toutes les lesquelles... personnes qui sont considérées, Oui, on les appelle souvent des personnes invalides, donc les personnes en institution, les personnes qui sont en fauteuil, qui sont peu exposées au soleil et aussi du fait que leur masse osseuse, leur squelette n'est pas en appui, il y a un risque majeur de déminéralisation et donc toutes ces personnes-là sont souvent considérées comme à risque. Tout à fait. ok. Et est-ce que Cathy voulait rebondir là-dessus? Bah, sinon, j'allais demander, qu'en est-il des personnes qui ont vécu une chirurgie bariatrique, par exemple? Est-ce que eux aussi seraient une population Oui, oui, à oui, risque? absolument. Ça dépend de quel type de chirurgie. Il y en a plusieurs. Il y a des chirurgies qui ont pour but de créer une malabsorption intestinale, c'est-à-dire le montage chirurgical fait en sorte qu'on absorbe moins les aliments. Donc c'est un peu par ce mécanisme-là qu'on va perdre du poids aussi. Donc qui dit malabsorption des graisses dit malabsorption des vitamines. Et souvent dans ces contextes-là, une supplémentation est obligatoire en vitamines liposolubles après la chirurgie. Oui, Cathy, est-ce que tu voulais
rebondir Oui, ben là-dessus. en fait, comme la vitamine D favorise l'absorption du calcium par l'intestin grêle, comme le dit très bien Dr. Pré, par rapport au schéma de la chirurgie bariatrique qui peut être proposé, il peut y avoir un défaut d'absorption du calcium, un manque d'absorption du calcium, et puis donc cette carence en vitamine D dans certains types de chirurgie bariatrique. Donc il faudra penser à faire une supplémentation adéquate, oui. Super, merci. Je voudrais juste inviter toutes les personnes dans la room qui pourraient avoir d'éventuelles questions à ne pas hésiter à lever la main. Ça nous fera plus que plaisir de répondre à vos questions. Donc, ensuite, nous allons peut-être nous pencher sur la relation entre la vitamine D et Oui, après, Cathy. oui, c'est vraiment une question qui est très très importante. Beaucoup d'études ont été réalisées qui ont montré des corrélations entre les personnes qui avaient un cancer et les carences en vitamine D. Et ça, c'est des études qui, pour certaines, étaient des études rétrospectives, d'autres des études longitudinales qu'on appelle des études de cohorte. Et lorsqu'on parle de relations en matière épidémiologique, on ne parle pas de causalité et on parle parfois de facteurs qui peuvent être identifiés, notamment les facteurs de confusion. Et pour la plupart de ces études, que ce soit le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer de la prostate, il y avait une association qui était néfaste entre la carence en vitamine D et le risque élevé de cancer. Et c'est dans cette optique-là qu'une grosse étude a été faite. Et cette grosse étude a été publiée en 2018. C'est vraiment j'allais dire une machine. 25 800 participants qui ont été randomisés dans 4 groupes. Il y avait un premier groupe qui prenait la vitamine D, donc c'était 2000 unités par jour pendant plusieurs années. Ils ont suivi les patients jusqu'à 5 ans. Le deuxième groupe prenait du placebo, donc c'est-à-dire juste un comprimé mais sans principe actif. Et dans ces 2 groupes, il y avait 2 sous-groupes. Un sous-groupe qui prenait en plus de l'oméga 3 et un autre sous-groupe qui prenait donc placebo et oméga 3 ou placebo et placebo. Donc il y avait finalement 4 sous-groupes. Donc, lorsqu'ils ont regardé les résultats des 2 cohortes, donc les 2 groupes de patients, avec un recul, suivi médian de 5 ans, ils ont quand même eu à diagnostiquer 1617 cancers. Et en comparant dans les 2 groupes, on avait une survenue de cancers similaire. Donc 793 dans le groupe vitamine D et 824 dans le groupe placebo. Donc ça veut dire que le risque n'était pas plus augmenté de cancer dans le groupe qui était supplémenté. Et ça, c'était aussi observé, quel que soit le type de cancer, ou aussi le risque de décès, ou aussi le risque de maladie cardiovasculaire. Cathy va nous en parler tout à l'heure aussi, puisque c'est aussi une des pistes qui a été beaucoup étudiée dans la littérature. Et dans cette cohorte de patients qui étaient quand même des adultes de la cinquantaine, pour lesquels il y avait quand même des facteurs de risque. Regardez, l'hypertension était présent chez 50% des patients, c'est des patients hypertendus traités. Le problème de cholestérol, 37%, et le diabète chez 15%. Donc, c'était quand même des patients à risque de développer ces maladies, cancer et autres maladies cardiovasculaires. Et on voit qu'au bout de 5 ans de suivi, il n'y a pas de différence. Donc, une des choses qui est intéressante dans cette étude, c'est de dire, soit il n'y a réellement pas de différence de donner la supplémentation, soit on arrive peut-être trop tard dans quelque chose où il fallait vraiment penser pendant les premières années. Parce que si on prend l'exemple de l'ostéoporose, on sait que la masse osseuse se crée beaucoup plus pendant l'enfance et l'adolescence. Donc, le capital osseux qu'on bâtit, c'est pour la vie qu'on le fait. Et donc, c'est peut-être aussi ça que ce type d'études à 50 ans ne montre pas de différence parce qu'il y a peut-être déjà des facteurs épigénétiques présents, etc. Cathy? Oui, c'est toute la problématique entre l'histoire des marqueurs et de facteurs. Il y a probablement effectivement, par rapport à ce résultat d'étude, la carence en vitamine D
peut être un marqueur de cancer, de certains cancers, mais la supplémentation est-ce que la supplémentation en vitamine D va réduire le risque de ces cancers? C'est tout autre chose. C'est le côté réversible de la chose, le côté facteur qui fait que manifestement l'étude n'a pas été contributive là-dessus. En effet, juste pour faire du pouce sur ce que tu dis, Cathy, je comprends quand même que, parce que la croyance populaire veut souvent que on dise que la prise de certaines vitamines ou de certains nutriments pourrait carrément préserver d'avoir un cancer. Alors là, c'est pas vraiment le cas, Cathy. En fait, on part du principe qu'on trouve certains mécanismes d'action, en fait, en l'occurrence là de la vitamine D sur le risque de développer un cancer. Il a été montré notamment que ça diminuait la multiplication de certaines cellules cancéreuses, que ça réduisait la vascularisation de ces cellules cancéreuses et même que ça pouvait inhiber la transformation de certaines cellules précancéreuses en cellules cancéreuses. Donc à partir de ce postulat, effectivement, ça pouvait être tout à fait intéressant de lancer une grande étude sur le lien entre carence en vitamine D et risque de cancer, comme l'a présenté Dr. Pré. Ok. Mais la corrélation ou l'interaction entre ces facteurs-là, est-ce que c'est clairement démontré maintenant, docteur Pré? C'est toujours des postulats ou des hypothèses qui restent à être confirmées? On dirait que c'est le gold standard pour faire que la boucle soit bouclée lorsqu'on veut montrer une causalité ou du moins le rôle qu'un facteur joue. Donc, c'est vraiment la possibilité de modifier cela. Si on prend l'exemple du tabac, dans le contexte de certains cancers ou certaines maladies comme la maladie de Crohn, on sait que le tabac augmente premièrement le risque de survenue de cas incidents, modifie l'évolution même lorsque la maladie de Crohn est déjà présente. Donc, il y a des études qui ont montré que l'arrêt du tabac permettait de changer le cours de l'évolution de la maladie. Donc, on a vraiment un mécanisme qui est complet. Dans le cadre de ces cancers, la grosse difficulté pour cancer et d'autres maladies, c'est de pouvoir inclure les patients dans des études, comme on l'a vu, à 25 000 participants, avec des suivis très, très longs et qui puisse aussi permettre d'avoir une observance, parce qu'il y a aussi le défi de l'observance. Prendre 2000 unités par jour, tous les jours pendant 5 ans, c'est vraiment un défi majeur. Et donc, si on veut démontrer cela pour d'autres cancers, peut-être des cancers chez les jeunes, il faudrait les inclure autour de la vingtaine, par exemple, et les suivre pendant 30 ans pour arriver à démontrer quelque chose. Et ça, c'est vraiment des défis majeurs. Je crois qu'il y a une grosse étude en cardiologie qui avait fait presque 50 ans ou 60 ans de suivi pour des facteurs de risque cardiovasculaire, mais c'est un investissement majeur. Oui, l'étude Framingham, oui, la cohorte Mhm. d'études Framingham aux États-Unis qui a donné lieu à de multiples études majeures pour arriver effectivement à beaucoup de résultats qui nous servent au quotidien dans la pratique en cardiologie. Oui. Et en plus, un élément aussi pour en faire des essais cliniques. Je suis actuellement sur un essai clinique chez les enfants où on donne des grosses doses de vitamine D par rapport au placebo dans le contexte de la maladie de Crohn. Et un des gros défis, c'est de pouvoir accepter que les gens soient dans le bras placebo et qu'ils restent, parce que on parle d'une vitamine qui est disponible en vente libre en surface et pour lequel les gens peuvent, malgré le fait qu'ils soient dans une étude, le prendre. Et donc ça pourrait être aussi un facteur majeur pour montrer une absence de différence, parce que pour le coup, la non-visualisation d'une différence pourrait être au fait que les sujets du groupe placebo en aient pris, et donc finalement il y a comme un aplatissement de l'écart. Un des moyens pour ça, et on l'a fait dans la phase pilote, ce qu'on a regardé, c'est les taux sanguins. Dans la phase pilote, on a vu que au bout d'un an, mais bon, c'était une durée courte, un an, il y avait quand même une différence du taux sanguin de 25 hydroxydé. On avait 80% qui avaient atteint un taux de plus de 100. Parce que ce qui est aussi important de souligner, c'est que dans le contexte de ces maladies cardiovasculaires ou cancer
autres maladies auto-immunes. Le seuil n'est pas encore clairement défini. Il y a quelques hypothèses physiologiques qui montrent que 75 ne serait pas assez comme pour l'os. Peut-être des seuils autour de 100, voire plus seraient nécessaires. Alors, Wow. pour le cœur, il y a eu une grosse étude justement qui a permis de définir un peu le seuil de vitamine D utile pour protéger des accidents cardiovasculaires graves et des décès prématurés liés aux maladies cardiovasculaires. Et comme tu dis très bien, Docteur Pré, oui, il faut que ça soit des très gros échantillons. Donc là, c'est à l'échelle des grosses études de cardiologie. Il y a une étude qui est sortie en 2015 sur 230 000 patients qui ont été suivis pendant 3 ans. Et on s'est intéressé effectivement particulièrement aux accidents cardiovasculaires graves comme l'infarctus, les maladies coronariennes et même les défaillances rénales et puis les décès prématurés liés à ces mêmes pathologies. Et en fait, ils ont montré que les personnes qui avaient un taux de vitamine D dans le sang, alors moi je parle en nanogrammes, j'ai l'impression que vous parlez en nanomol au Canada, mais nous on parle en nanogrammes par millilitre en France. La teneur à partir de laquelle il y avait un risque, c'était en dessous de 15 nanogrammes par millilitre. Et ça a entraîné un risque majoré de 35% par rapport à ceux qui avaient des taux de vitamine D supérieurs. Nous, pour le petit rappel, en France, on considère que la zone est normale de vitamine D dans le sang quand on est au-dessus de 30 nanogrammes par millilitre. Donc en tout cas, pour protéger votre cœur, être déjà au-dessus de 15 nanogrammes par millilitre, c'est bien. Voilà, c'est le résultat de cette étude qui a été quand même sur un nombre important de patients suivis pendant 3 ans. Wow, excellent. Ben, merci beaucoup, Cathy. Tous les éléments que vous relevez nous font aussi comprendre le degré, le niveau de complexité que peuvent comporter ce type d'études-là, surtout quand on n'a pas vraiment de contrôle sur le groupe placebo. Il y a MBA qui s'est joint à nous depuis un moment et nous lui souhaitons la bienvenue à MBA. Habib, est-ce que tu voudrais te présenter ou poser ta question? Juste te démuter et puis on t'écoute. Bonjour à tout le monde. Oui, Bonjour. Bonjour. oui, je voudrais revenir avec peut-être c'est une question pour docteur Janchou. Parce que moi, j'ai tout le temps un petit débat avec ma belle-sœur à la maison qui vient d'accoucher et qui allait un enfant. Elle est, euh, elle est calée sur le fait que, bon, pour elle, là, pour le moment, son enfant doit que prendre l'allaitement maternel qui est ce à quoi elle passe pour nourrir son enfant. Elle dit qu'elle attend que l'enfant ait un certain âge avant de passer à certains aliments, on va dire, naturels. Bon, la question est la suivante, en fait. Lorsque le docteur Janchou évoque le cas de la supplémentation, de l'alimentation de l'enfant, lorsque le docteur Janchou évoque le cas de la supplémentation de l'alimentation de l'enfant avec du lait enrichi en vitamine D, euh, est-ce que c'est pas dû au fait que peut-être les femmes enceintes en elles-mêmes ne consomment pas assez de vitamine D, ou alors c'est dû au fait que euh, les femmes enceintes, le lait maternel en lui-même n'en contient pas beaucoup, parce que je pense pas qu'il en contient pas du tout, mais je pense qu'il en contient en faible quantité. Oui, oui, oui. Merci, Habib. Docteur Pré. Oui, merci Habib pour ta question. Effectivement, la supplémentation de l'allaitement maternel est liée au fait que le passage du lait maternel n'est pas suffisant pour assurer les besoins du nourrisson. Même si la mère en prenait, il faudrait qu'elle prenne des extrêmes grandes quantités pour pouvoir éviter d'en donner chez le nourrisson. Et c'est pour cette raison qu'on recommande de supplémenter au nourrisson tant que la maman allaite. Et l'allaitement peut par contre durer longtemps. Il y a des mamans qui vont allaiter 1 an, 2 ans. De ce point de vue-là, c'est pas un problème au niveau de la durée de l'allaitement. Lorsqu'on va introduire la diversification qui peut arriver
idéalement à 6 mois, on peut à ce moment-là avoir un peu de vitamine D dans les sources alimentaires autres que l'alimentation, mais ça resterait faible. Tout à l'heure, on en a parlé des apports que contiennent des aliments. Donc, pour assurer les besoins des nourrissons, il faudrait qu'ils prennent du saumon tous les jours, par exemple, ou du jus d'orange enrichi ou d'autres choses enrichies pour avoir ces apports. Donc, c'est pour cette raison qu'on recommande quand même de supplémenter ces nouveau-nés des mères allaitées, même au-delà de la période de la diversification qui peut arriver effectivement à l'âge de 6 mois. Il y a une étude qui est quand même intéressante que j'aimerais vous présenter. C'est une étude qui a été faite en Australie, donc c'est pas très vieux. C'était publié en 2016 pardon. Et les auteurs, ce qu'ils avaient fait, ils avaient pris des nourrissons et ils les ont randomisés à une dose quotidienne de 400 unités par jour. Donc ça, c'est la dose standard habituelle versus un bolus, ce qui est considéré comme une administration de forte dose de 50 000 unités. Et ce qu'ils avaient mis comme objectif, c'était de voir ceux qui avaient un taux de plus de 50 nanomoles par litre. Donc, ils ont suivi les enfants pendant plusieurs mois. Au total, ils en avaient 70, donc qui ont été randomisés dans les deux groupes. Et ce qui était intéressant, c'est que le taux de vitamine D était dans le groupe bolus de 154 nanomoles par litre, ce qui est quand même élevé, qui était beaucoup plus élevé que celui dans le groupe quotidien, qui était de 48. Et puis, au bout de 6 mois, donc, on avait une diminution où, par contre, c'est le groupe quotidien qui était à 81, donc plus élevé que le groupe bolus. Donc, au bout de 4 mois, pardon. Donc, on a l'impression que si on doit donner des bolus, il faudrait le répéter pour permettre de maintenir comme ça un taux constable au fil du temps. Donc, l'administration quotidienne est intéressant, mais c'est le défi aussi de l'observance, comme pour les enfants ou les adultes. Intéressant. Est-ce que ça répondait à ta question, MBA, Habib? Habib, est-ce que tu es toujours avec nous? Peut-être son micro, il a Sinon, oublié de le muter. Oui, oui, oui. Je pense, oui, alors je pense que oui, ça répond à oui, ma Habib, question. Oui, je pense que ça répond à ma question grandement. Je dis merci au docteur Jantou. est-ce que vous l'entendez? Non, on l'entend de très très loin. Ton micro peut-être rapproché. C'est- Allô, là vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Habib. Ok, je pense que l'explication du docteur Jantou répond grandement à ma question et je pense qu'il a fait le tour même avec l'étude qu'il a présentée. Donc je dis merci et on peut continuer. Merci, merci à toi. Donc, on va continuer. Tout à l'heure, donc, tu as après un peu effleuré avec la maladie de Crohn. On va peut-être continuer justement dans la compréhension du lien qu'on peut faire entre la vitamine D et les maladies inflammatoires ou Oui, auto-immunes. merci Emmanuel. Donc les maladies inflammatoires sont vraiment quelque chose qui sont chroniques. Il y en a plusieurs. On connaît la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, mais il y a aussi certaines maladies du système nerveux comme la sclérose en plaques. Il y a des maladies qui touchent le système respiratoire. Et ce qui a été démontré, c'est pour beaucoup de ces maladies un gradient nord-sud au niveau de l'hémisphère terrestre. Donc, ça veut dire que les pays les plus au nord ont une prévalence, une incidence plus élevée. Par exemple, pour les maladies de Crohn, colite ulcéreuse, et le Canada est un des pays où il y a beaucoup, beaucoup de cas incidents et une prévalence très élevée. Donc, les études écologiques sont multiples. Il y en a plusieurs qui ont été publiées. Nous-mêmes, on en avait fait une qui avait été faite dans une cohorte de plus de 100 000 femmes. C'était à l'époque quand je travaillais en France à la cohorte E3N de l'Institut Gustave Roussy, qui reprenait ces femmes suivies pendant plusieurs années. Et ce qu'on montrait, c'est que celles qui vivaient dans les régions les plus au soleil, donc le sud de la France, avaient un risque de développer ces maladies de moitié par rapport à celles qui vivaient dans le nord. Et une autre cohorte américaine aussi, la Nurse Health Study,
de femmes qui travaillent dans le système de soins infirmiers et avait démontré la même chose quasiment la même année. Mais comme on le sait, on en a parlé tout à l'heure, c'est des études écologiques qui ne montrent qu'une corrélation. Et donc, c'est l'importance d'avoir des études de cohorte. Et il y en avait une étude de cohorte qui a été faite chez des adultes qui ont été suivis pendant 5 ans et qui ont montré qu'au bout de 5 ans, ceux qui avaient besoin d'une chirurgie étaient ceux qui avaient une supplémentation faible en vitamine D. Donc, ils ont pu démontrer que effectivement, il y avait possibilité de diminuer l'impact de la maladie, de la sévérité, en mettant en place une supplémentation avec des doses élevées. Et ensuite, il y a des études randomisées qui ont été faites. Nous, on a une en cours. Il y a une autre qui a été faite chez des adultes qui montrait un bénéfice au niveau du risque de rechute. Et c'est quelque chose qui reste aussi important de trouver la dose idéale, comme on disait tout à l'heure, pour avoir des taux sanguins très élevés. Alors tout ça, ça repose sur un rationnel dans le sens où la vitamine D, lorsqu'elle va être présente, va agir sur des récepteurs. Il y a des récepteurs qui sont sur plusieurs tissus, par exemple sur la muqueuse intestinale, il y a des récepteurs de la vitamine D, et une action sur la barrière de l'intestin, ce qu'on appelle la barrière entre le milieu intestinal et le système vasculaire qui évite le passage des antigènes. Il y a aussi une action sur le microbiote aussi, qui est une hypothèse. Donc la vitamine D va moduler le système immunitaire à travers cette diminution du passage des antigènes, une modulation du microbiote, du microbiome intestinal, et puis augmenter donc la réponse immunitaire immune. Et donc tout ceci, ce sont des hypothèses qui ont été reproduites chez des animaux. Par exemple, il y a des modèles de souris qui ont pu démontrer que celles qui étaient génétiquement modifiées pour le récepteur de la vitamine D avaient des formes de colite plus sévères. Donc, dans les autres maladies auto-immunes, il y a les mêmes corrélations. Par contre, ce qui reste, c'est des études robustes, notamment de supplémentation. Mais là encore, la grosse difficulté lorsqu'on a ces études, c'est de dire est-ce que si une maladie est déjà installée, on peut arriver à renverser les choses en donnant des fortes doses par rapport à une prévention. Or, pour agir en prévention, il faudrait inclure des milliers, des millions de patients pendant de nombreuses années pour diminuer, parce qu'on parle d'une prévalence de ces maladies d'autour de 150 pour 100 000. Donc, c'est effectivement des maladies qui sont fréquentes, mais pas aussi fréquentes que les maladies cardiovasculaires, par exemple. Waouh, super intéressant. Cathy voulait ajouter quelque chose, on dirait? Non, non, j'approuvais exactement ce que disait Dr. Pré là, par rapport au fait que la vitamine D renforce le système immunitaire. Et voilà, forcément, on se pose encore une fois la question du lien entre la carence en vitamine D et certaines maladies auto-immunes et l'idée de pouvoir renverser la situation. Le problème, c'est que si on suit ces groupes pendant très longtemps, et c'est ce qu'on se doit de faire pour essayer de voir un résultat, c'est que certains paramètres peuvent changer à l'intérieur de ces études au fil du temps et ils ne seront plus forcément comparables, les groupes que l'on compare au départ. C'est aussi toute la problématique que l'on peut rencontrer dans des études épidémiologiques comme ça. Exactement. Et je suppose que le fait que justement, comme disait Dr. Pré, que la vitamine D soit disponible dans les commerces, ça facilite pas non plus le déroulement de ce type d'études-là. Oui, pour que les groupes soient comparables au bout de 5 ans, 10 ans, il faudrait effectivement qu'il n'y ait pas de pollution d'un groupe vers l'autre. Et ça, c'est un gros défi. C'est pour ça aussi que si on arrive à avoir des formes en bolus qui sont administrées dans des études peut-être trimestrielles lors d'une visite d'études et que entre-temps les patients n'en prennent pas, on aurait peut-être une plus grande facilité de voir une différence parce que les bolus sont vraiment intéressants à la fois pour l'observance, mais aussi pour la possibilité de contrôler que la dose est vraiment différente avec le placebo. Donc, Ah, mais super intéressant. En tout cas,
Pour moi, en tout cas, n'hésitez pas à ceux qui sont dans la room, si vous avez des questions, de vous joindre à nous sur le stage et on se fera certainement un plaisir de répondre à vos Donc, questions. Et du coup, non, oui, j'avais vas-y, juste docteur mis une Pri. image pour ceux qui sont moins familiers ou un peu curieux aussi de cette déformation en poitrine euh, euh, de poulet, comme on disait, qui est une description sémiologique de cette déformation du rachitisme et aussi au niveau des membres. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, mais qui est vraiment assez spécifique. Ok. Ben, pour voir l'image sur le profil de Dr. Prey, il faut faire un pull to refresh, un PTR, et puis ce sera possible de voir justement l'image qui est quand même assez, ouais. Ça fait penser aussi un peu il y avait le rachitisme et puis Le scorbut. le scorbut, voilà. Le scorbut, c'est Merci, une Cathy. carence en C'est ça. vitamine C. Dans la série vitamines, on va arriver à ça. Donc, on aura de belles rooms autour des autres vitamines. Génial. Génial. Mais du coup, on a quand même une question par rapport à la maladie de l'heure, justement, qui est la COVID-19 ou le Covid en France. Quel serait donc le rapport ou ce que la vitamine D pourrait avoir comme impact dans cette maladie-là, dans cette Oui, infection? absolument. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que la COVID pourrait être moins sévère chez les sujets qui avaient un statut vitaminique D adéquat, basé sur d'autres études anciennes en lien avec des infections virales, parce qu'il y en a eu plusieurs avant même l'ère de la COVID. Il y a eu beaucoup d'études sur la grippe, par exemple, des études qui avaient été faites chez les adultes et chez les enfants. Bien que les résultats étaient discordants parfois en termes avec des méthodologies différentes, des doses de supplémentation différentes, il y a quand même une méta-analyse qui était récente qui montrait que la vitamine D pourrait aider à lutter contre les infections respiratoires hivernales, par exemple. Donc c'est sur ces éléments-là, plus aussi le fait de la physiopathologie. On rappelle que la COVID-19 est liée au virus qu'on appelle le SARS-CoV-2, qui va aller se fixer sur le récepteur ACE qui est présent sur les muqueuses des voies respiratoires et aussi du tube digestif, qui va ensuite produire des interleukines par les macrophages et donner lieu à ce qu'on appelle un orage, une tempête cytokinique avec une augmentation de ces cytokines qui vont détruire les cellules, notamment respiratoires, entraînant ce qu'on appelle un ARDS, donc une détresse respiratoire sévère. Et aussi, il y a un autre mécanisme du virus qui va lui jouer sur les vaisseaux sanguins et donner des thromboses, mécanismes vasculaires. Donc, les hypothèses des chercheurs étaient donc basées sur les autres virus hivernaux. On pourrait avoir un bénéfice à donner cette vitamine D. Et donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, des études déjà, comme toujours, rétrospectives pour regarder la durée de séjour, la gravité des patients qui avaient un taux normal versus un taux élevé au niveau du séjour en réanimation. Il y a eu aussi des études qui ont été faites au niveau écologique. Par exemple, on sait que ça a été démontré depuis le début de la pandémie. L'Afrique est très peu atteinte de la Covid. Il y a beaucoup de données qui montrent que même si on fait abstraction du dépistage, du diagnostic, il y a une morbidité, une mortalité plus faible. Donc, une des hypothèses, c'était aussi que les patients, en général, la population avait une prévalence de carence moins élevée que dans d'autres pays. Et sur ces éléments, il y a eu des essais cliniques qui ont été faits qui, pour certaines, sont encore en cours. Mais le rationnel est présent, mais ça serait finalement un adjuvant d'une certaine manière à diminuer la sévérité. Mais ce serait pas non plus quelque chose qui va aider à guérir la COVID, parce que beaucoup des molécules qui ont été essayées n'ont pas montré d'efficacité malheureusement. Donc ce serait plutôt pour améliorer ou diminuer la sévérité des symptômes.
Ah oui, donc après, tu as bien raison d'émettre quand même cette réserve vers la fin de ton propos parce que c'est vrai que même dans les pays d'Amérique latine où on pourrait penser qu'il y a plus d'ensoleillement, on a eu quand même, on a pu voir des Ah, hécatombes quand même, que ce soit au Brésil ou en Colombie. absolument, absolument, absolument. Oui, donc c'est Et c'est sûr que ce serait un facteur peut-être additionnel, mais ce serait pas le facteur principal. Donc, on n'a pas vraiment d'indication de dire aux gens. C'est sûr que si quelqu'un est carencé, ça fait pas de mal de se supplémenter lorsqu'on a une infection hivernale, mais c'est important de se faire suivre si jamais on attrape la COVID. Enfin, ces études ont quand même permis d'encourager la supplémentation en vitamine D avant toute infection par le Covid, donc à titre préventif. Et gageons que dans quelques années, on aura peut-être les effets collatéraux bénéfiques de cette sensibilisation à se supplémenter en vitamine D, des effets bénéfiques sur la prévention, enfin la diminution de problèmes d'ostéoporose et des problèmes liés globalement à la carence en vitamine D. C'est peut-être un petit peu l'effet positif du Covid qu'on pourrait mettre en avant dans cette Oui, situation. absolument. Si, tout à fait, Cathy. Enfin, l'effet positif, on va dire, du Covid, de la pandémie et de toute Ouais. cette oui, problématique absolument. actuelle. Surtout si les gens continuent à prendre régulièrement la supplémentation. Euh, le gros défi, c'est vraiment l'observance. Et c'est pour ça que si on revient sur la question d'enrichissement des aliments, c'est vraiment un défi aussi intéressant parce que prendre une supplémentation quotidienne tous les jours, sans oubli, et pendant des années, c'est un défi majeur. Ben, tout à fait. J'allais justement aller un peu dans ce sens-là, docteur Après, parce que je ne sais pas s'il y en a dans la room qui sont comme moi, mais j'ai une petite difficulté à avaler des comprimés. Et parfois, ces suppléments-là sont sous forme de comprimés, de Non, ça gélules. existe. Ça existe Alors, je aussi en voulais... liquide. Tu as la possibilité de l'avoir en liquide, qui est un liquide un peu visqueux, puisque c'est, comme on le dit, liposoluble, ou en goutte, donc une goutte directement à mettre sous la langue. D'ailleurs, même pour les bébés aussi, c'est beaucoup plus facile. Ah, ok. Oui, pour Vas-y, Cathy. les ampoules, c'est vraiment des toutes petites ampoules à boire, enfin le liquide à l'intérieur, j'entends, tous les 3 mois, tous les 2 mois, voire tous les mois, à titre préventif. Là, je ne parle pas, puisqu'il y a aussi la partie curative à partir du moment où on retrouve une carence, mais à titre préventif, on peut proposer, et bien sûr, c'est avec l'aide de votre médecin, on peut proposer cette supplémentation mensuelle tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Donc, c'est une observance qui peut être plus facile que l'idée de prendre effectivement tous les jours des comprimés ou des gouttes. Parfait. Mais et alors, partant de cette room, moi, de toute manière, je suis vraiment vendue. Je voudrais prendre la supplémentation en vitamine D. Qu'est-ce que vous me suggérez de faire? Est-ce que je dois d'abord me faire doser mon taux de vitamine D dans le sang avant d'aller me lancer dans la supplémentation ou quelles seraient les étapes à suivre? Comme on a dit, c'est pas anodin, c'est pas une simple vitamine. C'est effectivement, on évite même sur des vitamines, on évite l'automédication. Donc, ce qu'on peut encourager à faire, c'est déjà de doser, faire un dosage sanguin du taux de vitamine D, et à partir de là, voir quelle supplémentation te proposer et à quelle fréquence. Ah, ben super, merci Cathy. Je voulais quand même savoir un peu, pour Sophie, en tant que psychologue, je vais la teaser un peu, quels sont les effets qu'elle a pu peut-être observer dans sa pratique? Quels seraient vraiment les effets néfastes d'une carence en vitamine D ou qui ont possiblement été
associé à une carence en vitamine D? Alors, en fait, ce qu'on constate dans une pratique clinique en psychothérapie, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, les patients viennent pour anxiété, pour dépression, etc. Bon, quand ils arrivent à la première séance, je leur demande toujours ce qu'en pense leur médecin traitant. Alors souvent, j'ai des réponses étonnées, mais pourquoi le médecin traitant? J'explique qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent donner des fatigues et être confondues avec des symptômes de dépression, parce qu'à force d'avoir cette fatigue et de ne pas comprendre de quoi il s'agit, eh bien, le patient finit par déprimer. Et donc, bon, quand le patient me dit que tout va bien, que son médecin est d'accord, etc., donc on commence la thérapie et puis parfois on voit que ça ne, on n'y arrive pas, il y a toujours une espèce de fatigue qui reste. Et là, je propose à mes patients de retourner voir leur médecin traitant et de leur dire qu'il y a une fatigue qui persiste alors que d'un point de vue psychologique, ça va mieux. Et il arrive parfois que le médecin traitant prescrive des analyses et trouve des choses diverses. Ça peut être une carence en vitamine D, mais ça peut être beaucoup d'autres choses, des problèmes hormonaux, d'autres choses. Oui, vraiment, c'est important. Ouais, c'est vraiment Ah, mais important, c'est bon comme à dit savoir. Oui. Sophie, de penser aussi, et c'est ça la beauté de la médecine, c'est que souvent on va faire des rooms thématiques autour des sujets, mais la plupart du temps, le patient vient sans avoir écrit sur le fond son diagnostic. On sait par exemple la glande thyroïdienne, c'est une des glandes qui donne beaucoup de symptômes un peu variés, atypiques, dont la fatigue. Il y a beaucoup d'autres causes. On fera une room spéciale sur la fatigue, ça va être super intéressant. Par exemple, le sommeil aussi, et il y a des interactions et des liens sur ça. Donc, ça va être vraiment intéressant de pouvoir aborder l'impact que tous ces éléments et toutes ces maladies ont sur le bien-être en général. Et puis, comment on peut espérer, peut-être pas complètement résoudre les choses, mais aider en corrigeant des autres carences associées. L'anémie, par exemple, le fer, on fera le fer aussi, puisqu'après les vitamines, on fera les micronutriments, le fer, le zinc, magnésium, tout ça. Et on verra que l'anémie aussi est un facteur majeur de fatigue, notamment la carence en fer. Et on pourra également glisser le message toujours majeur de la pratique d'une bonne activité physique régulière pour le mental, pour le physique, pour le fait d'être éventuellement et idéalement à l'extérieur pour une exposition à la lumière et pouvoir synthétiser sa vitamine D tout en Qui d'ailleurs pratiquant une bonne renforce activité l'os aussi, physique. puisque si on le laisse paresseux, il va rester paresseux. On peut le prendre dans tous les sens et ça reste toujours quelque chose d'important à dire et à faire. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Et, Cathy. J'en profite. je voudrais même ajouter que pour les patients qui ont des problèmes de sommeil, donc après tu parlais de problèmes de sommeil, souvent on leur propose de sortir, de marcher à la lumière du matin, parce que c'est la lumière bleue et ça permet de Excellent. synchroniser l'horloge biologique. Donc il y a effectivement de multiples avantages à sortir, à s'exposer à la lumière, mais la lumière du matin et la lumière du soir, c'est pas exactement la même chose. Et il doit y avoir probablement une sécrétion de cortisol dans l'affaire là, Et d'où qui doit entrer en compte. Ah, le cortisol, c'est un des grands Et d'où problèmes de mes aussi patients anxieux, l'impact avec effectivement. le confinement. On a vu beaucoup de personnes, même lorsqu'on autorisait les sorties, parfois c'était limité en heures. Beaucoup de personnes ne pouvaient pas faire des activités extérieures. Et c'est vraiment important de les pousser, même dans le contexte où il y a des restrictions, de profiter de ces fenêtres pour aller bouger. J'ai converti beaucoup de patients à la promenade de l'heure du déjeuner parce que le matin et le soir, il faisait noir.
Et puis de toute Mhm. façon, le soir, il y avait le couvre-feu. Et donc, à l'heure du déjeuner, je leur proposais de temps en temps de manger peut-être un peu plus vite et puis de Excellent, marcher à la lumière. excellent. Vraiment génial. J'en ai fait vraiment l'expérience, Sophie, pendant la pandémie et je peux confirmer que oui, j'en suis devenue pratiquement dépendante, hein. Je pouvais plus m'en passer d'aller marcher à l'heure du déjeuner, en effet. Mais puisque nous parlons des... Oui, Sophie, tu voulais ajouter... Juste renforcer ce que tu disais, Emmanuel. Quand on se sent bien et quand on se sent mieux, ben, on s'habitue sans aucun problème et on a envie que ça dure. Tout à fait, exactement. Et puis, vraiment, cette room, je la trouve super intéressante, d'autant plus que dans le cadre de mon travail en évaluation des technologies en santé, nous avons eu à rédiger des avis d'évaluation pour doser des vitamines liposolubles. Mais on les regroupait un peu en groupes comme ça, et puis le demandeur, donc l'hôpital ou le labo qui a fait sa demande, voulait vraiment qu'on puisse évaluer l'importance de doser ces vitamines-là. Et c'est par la même occasion que j'ai découvert que, par exemple, chez des personnes alcooliques ou chez des personnes avec d'autres conditions, c'était vraiment important de pouvoir doser un certain nombre de vitamines aussi pour prévenir des carences. Oui, Cathy, tu voulais peut-être compléter? Oui, bah là, c'est une belle transition pour les prochaines rooms que nous ferons sur les autres vitamines. Par rapport à l'alcool, c'est principalement effectivement, c'est pour donner une petite envie d'assister à une de nos prochaines rooms. C'est la fameuse carence en vitamine B. Et alors, la vitamine B fait partie des vitamines hydrosolubles, pas liposolubles. Et son dosage peut être tout à fait intéressant dans certaines situations, tout à fait. Exactement, Cathy. En fait, l'évaluation que j'avais faite, c'était vitamine B1, B2, je pense B3, Et B4, et puis la c'est vraiment vitamine C. super intéressant parce que souvent on parle de dosage assez aisément, mais on verra lors des prochaines rooms que certaines de ces vitamines ne sont pas aussi techniquement aisées à doser, hein, comme la K par exemple, et ça va être vraiment intéressant d'aborder tous ces défis-là de stabilité. On sait que la vitamine E par exemple est présente et les dosages sanguins ne sont pas forcément le reflet du statut dans l'organisme. Et on verra aussi la même chose pour certains nutriments, comme le magnésium, par exemple, qui est un peu différent entre ce qui circule et ce qui est présent dans les cellules. Donc, ça va être intéressant. Donc, on va faire un petit Absolument. wrap-up avant de se quitter. Donc, un petit euh, point pour résumer la room. Donc, prévalence très importante de la carence et du déficit en vitamine D à travers le monde. Donc, les données d'une étude montrent que il y a un peu moins de 88% de dosage de vitamine D, 88% des dosages qui sont moins que 75 nanomoles par litre. Ça, c'est des études qui ont été faites en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, Moyen-Orient et puis Amérique latine. Mais ce qui est important, c'est que même au sein d'un même pays, on peut voir des variations selon le mode de vie. Si on est sédentaire, quelqu'un qui part de chez lui, qui prend sa voiture climatisée, qui va dans un bureau fermé, qui revient le soir, la nuit, par rapport à celui qui va en transport en commun ou à vélo, au soleil. Donc, l'hygiène de vie joue beaucoup. Le vêtement, on sait que beaucoup de pays ont des habitudes vestimentaires où on couvre tout jusqu'aux doigts, la tête, etc. Donc ça joue aussi. Et puis aussi finalement les maladies sous-jacentes qui peuvent entraîner des malabsorptions. Donc le dépistage, on en a parlé, faire des dosages, ça serait intéressant de pouvoir avoir accès à ça, au moins pour avoir une idée du statut qui est assez stable. Même si on note, et ça on l'a vu aussi dans notre cohorte, on note des variations hiver-été. Si on fait un dosage en hiver, surtout à la fin de l'hiver, on aura des taux qui sont infiniment plus bas que si on le fait au mois de septembre, alors qu'on vient de passer 2 mois à jouer au volleyball. Et, donc c'est important aussi
lorsqu'on parle de supplémentation, de regarder déjà ce qu'apporte l'alimentation. On est là encore différent d'une personne à l'autre, mais la plupart des personnes qui consomment une alimentation standard vont avoir 200 voire 400 unités, ce qui pourrait représenter un apport insuffisant, surtout si pour des raisons variées on ne prend pas de lait ou de produits laitiers. Les impacts on a vu sur la santé globale et sur la prévention de certaines maladies. Et ça va être vraiment important de penser lorsqu'on a une carence après prendre une supplémentation régulière et si besoin par des bolus intermittents, mais ça c'est des prescriptions médicamenteuses parce que le risque de bolus est beaucoup plus élevé. Il y a des patients qui ont par exemple pris des bolus quotidiens au lieu de le prendre mensuellement, donc ça peut faire un risque de toxicité dont on a parlé, des calculs au rein, etc. Donc voilà pour... Donc, après, quand tu parles de bolus, juste pour être certaine que nous comprenons tous la Oui, même chose, est-ce que c'est la dose? Est-ce qu'il s'agit de la oui, oui, dose oui. Au lieu de d'avoir, par vitamines exemple, qui est une dose administrée? de 1000 unités par jour, un bolus serait, par exemple, 10 000 unités par semaine. Ça, c'est un bolus assez standard. Donc, ça fait un peu moins de 1500 unités par jour. Un autre bolus, c'est C'est ça. une dose Un autre bolus importante serait, par en exemple, peu de 50 temps. 000 unités par mois ou 100 000 unités Parfait. par mois ou par trimestre. Et si on le prend, par contre, tous les jours, on voit bien qu'on est dans des seuils de OK. toxicité. OK, parfait. D'où l'importance peut-être de se faire à ce moment-là Oui, conseiller oui, par oui. Ne son médecin traitant Oui, éviter de si faire on une veut prendre des automédication parce que bolus. c'est Oui. des choses qu'on peut acheter sur Amazon en vente libre, mais c'est important de faire une consultation auprès de son médecin pour s'assurer de la dose et de la fréquence. Donc voilà pour la room, un dernier tour de table, je sais pas, Habib, et ensuite on remonte tranquillement. Oui, Habib, est-ce que tu as quelque chose à dire encore par rapport à la room en général? Peut-être qu'il est occupé, donc on va passer à Sophie. Merci beaucoup pour cette room très éclairante où une fois de plus on a vu les interactions entre le physique et le mental. Super, merci beaucoup. Merci. Frankie? On t'entend pas, Francky. Une fois, OK. Frankie deux fois, Francky trois fois à juger. On va passer à Karim. Oui, Allô? Oui, 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 Habib. oui, je peux parler. Je vous écoutais, mais je pouvais pas répondre parce que je suis un peu avec les, avec les enfants. Bon, je disais tantôt que c'était très, très enrichissant dans le fond. On a essayé de parcourir tout ce qui englobe la vitamine D et ses apports dans notre organisme. Et c'était très intéressant. Notamment, moi, je suis beaucoup plus intéressé par le côté supplémentation, parce que je me dis, dans le fond, que l'Afrique a eu moins d'incidents, peut-être par rapport à certaines maladies, comme sur le cas de la Covid, dû au fait que en Afrique, beaucoup plus on consomme beaucoup plus, on va dire, bio, c'est-à-dire des aliments qui sont naturellement enrichis en vitamine D. Donc, le fait de promouvoir ce genre d'alimentation, ce concept nutritionnel, dans le fond, c'est vraiment un gold standard. Pour moi, ce serait le meilleur pour la santé humaine. Merci. Merci, MB. Merci, Habib. Est-ce à Abdou ou à euh, Cathy d'après? Karim, je pense que Karim, s'il avait un mot pour la fin, sinon on va passer à Frankie. Ah non, Frankie n'est pas disponible, Cathy.
Eh ben, moi, je suis disponible simplement pour dire que c'était une room fort sympathique à animer avec nos échanges très enrichissants. Je ne sais pas si on a juste dit aussi pour la prévention des caries dentaires aussi. On oublie des fois les dents. Oui, Euh, ouais. c'est important, oui. Et donc, voilà, ben, merci pour tous ces échanges et à très vite. Merci beaucoup, Cathy. Merci, c'était vraiment un plaisir. On va passer le micro à Emmanuel et après je vais fermer la room. Emmanuel. Mais merci à tout le monde pour votre participation, à ceux qui sont restés dans la room depuis le début. Merci beaucoup à Dr. Pré et Cathy, Sophie, Francky, qui nous ont vraiment éclairés par rapport aux questions liées à la vitamine D ou à son impact en fait sur la santé. Et puis moi, j'ai beaucoup appris. Hein, et franchement, avant le début de cette room, je me disais bien que c'est important de prendre la vitamine D. Mais là, j'ai comme un peu plus de conviction qu'il faudrait que je pousse vraiment mon raisonnement un peu plus loin et que j'aille peut-être consulter mon médecin pour voir pour me faire doser déjà la vitamine D. Merci beaucoup pour cet échange très instructif et éducatif même. Merci Emmanuel Merci à toi, Emmanuel. pour la top modération.